Pendant que je roule à travers Peg et ses quartiers tentaculaires, je pense sans arrêt aux meurtres atroces qu'ont subis 3 de mes anciennes collègues, et plus particulièrement la dernière. Non pas que je la connaissais intimement, mais elle dégageait quelque chose de très spécial. Ah oui, j'oublie de me présenter. Je m'appelle Kitamura, Cody Kitamura. Oui, je sais, mon nom ne sonne pas le folklore français. Je suis issu d'une mère peintre d'origine française et allemande et d'un père japonais, traducteur, qui a quitté sa terre natale pour son âme sœur. J'ai eu une enfance pas comme les autres, ou du moins je n'ai que très peu de souvenirs de ces moments. Mes parents me disaient que j'avais subi des traitements très lourds à cause de certaines lésions au cerveau, ce qui a provoqué des pertes de mémoire. Je me souviens de quelques bribes d'images de mes souvenirs d'enfance et surtout d'un soi-disant docteur, mais cela reste très flou. Et puis, il faut dire que je ne me suis jamais intéressé à cette partie de mon passé. Peut-être devrais-je le faire ? Je fais à peu près 1m80, un visage très typé et peu anodin puisque je suis né avec 2 yeux aux couleurs différentes. Un œil vert tirant vers le bleu d'un côté et châtain de l'autre. De plus, j'ai une balafre en biais située au milieu de mon visage, qui a été causée par une arme blanche lors d'une bagarre de bar qui a mal tourné. J'ai vécu avec mes parents qui étaient de classe moyenne, et à l'école j'étais un élève tout aussi moyen. À vrai dire, je me foutais de tout, passant le plus clair de mon temps à rêver de fantasmes inavouables pour un garçon de mon âge, ou à observer les filles de ma classe. Dire que j'étais un obsédé est un doux euphémisme. Mon corps réagissait parfois à l'encontre de mes pensées, comme s'il était habité par notre esprit, ce qui est toujours le cas. On dit toujours qu'il faut savoir tirer profit de son handicap, et c'est bien ce que j'ai fait. Pour tout vous dire, je suis une personne très célèbre dans le showbiz. En effet, je suis ce qu'on appelle un hardeur, un acteur porno très prisé dans le milieu du X. Et ma célébrité, je la dois à 2 choses. La première, celle qui est ma marque de fabrique, c'est la taille de mon membre, qui fait partie des plus grosses de l'industrie. Quant à la seconde, c'est la série Hard Detective, une saga cinématographique entre le porno et le polar, dont je suis l'interprète principal. Une série à la renommée mondiale, qui a remporté de nombreux prix, dont ceux de la meilleure performance, du meilleur maquillage, des meilleurs effets spéciaux, etc., etc. Ce qui a fait de moi la star que je suis. Depuis ma renommée, je ne sors que très rarement du PEG, voire jamais. Ah oui, il faut que je vous parle de cette ville. PEG est un état bâti grâce à l'argent de la mafia japonaise, qui possède d'ailleurs sa propre monnaie, qu'on appelle la Gwens. PEG a sa propre autorité et ses propres règles. Des gardes appartenant exclusivement à la ville sont là pour faire respecter la loi et surveillent le trafic tout autour du périmètre du PEG. Ils sont équipés d'armes et d'armures dernier cri et accompagnés de chiens faits de chair et de métal au flair ultra développé. Pour entrer dans ce monde, il faut soit payer comme tous les bons touristes ou faire partie de ceux qui alimentent financièrement la ville. Elle a été conçue comme un parc d'attractions géant réservé aux adultes où de nombreux touristes viennent en quête de sensations fortes. Prostitution, club échangiste, sex shop, bar à striptease, c'est un monde exclusivement sexualisé où on croise de nombreuses enseignes déviantes livrant des fantasmes sans limite et inavouables. Je ne trouve pas ma place à l'extérieur de cette ville du péché, car j'ai trouvé en elle un réconfort. Les gens de l'extérieur, ou plutôt leur mentalité, sont trop puritaines et trop convenues. Leur monde est aveuglé par des publicités mensongères faites de poudre aux yeux et contrôlées par un média moralisateur. Certes, PEG n'est pas un exemple de bienveillance, mais elle est assurément un bac à sable de liberté, où personne ne cache sa véritable nature, bien au contraire. Cette ville dégage une énergie et une atmosphère particulière, comme si une énorme présence protégeait ses habitants. Je garde encore, à l'heure actuelle, le même style vestimentaire que mon personnage fictif, Sam Meyers, celui qui a fait ma renommée. Un grand trench beige et un chapeau feutre gris foncé qui me donne un air d'enquêteur policier tout droit sorti d'un classique du genre. Et en parlant d'enquête, il faut que je vous parle de ce qui me mène vers ma destination. Durant les derniers mois qui se sont écoulés, 3 meurtres sordides ont été perpétués sur des actrices pornographiques.
La police m'a d'ailleurs interrogé car je faisais partie des suspects. En effet, les victimes étaient toutes des stars de films X avec lesquels j'ai collaboré sur différents tournages de la saga au succès international. La première victime était une actrice asiatique nommée Sakura. Et malgré son pseudo qui sonne japonais et le fait qu'elle interprétait souvent des geishas peu farouches, elle était d'origine thaïlandaise. Une pratique très courante dans le milieu, car pour exciter la clientèle fan de manga et de filles exotiques, autant pousser le fantasme à son paroxysme. Le corps de Sakura avait été découvert dans son appartement, sans ses jambes ni ses bras, ne laissant qu'un tronc et une tête dont le cou présentait de graves ecchymoses. Le médecin légiste avait conclu que la cause du décès était probablement due à une asphyxie. Le visage de l'actrice comportait des marques entourant le nez et la bouche, le tout accompagné de plusieurs coups portés à la gorge, ce qui a accéléré sa mort. La deuxième victime était l'actrice Jessie Marx, star américaine par excellence, blonde et connue pour son énorme bonnet D. Elle aussi a été effroyablement démembrée. Ses membres ont été découpés et laissés dans la baignoire immaculée de sang de l'hôtel où elle logeait. Le fait que le meurtrier était la même personne qui avait tué Sakura ne faisait plus l'ombre d'un doute. C'était le même mode opératoire, le même type de massacre, et surtout l'élément le plus frappant était l'absence d'une partie du corps. Pour Jessie, c'était son buste. Ces meurtres ont fait la une des journaux et des infos télévisées du monde entier. Sans parler des nombreuses vidéos circulant sur le net qui y allaient de leur propre version. Toutes les personnalités des médias, psychanalystes et autres pseudo-spécialistes de tueurs en série profitaient de manière putassière de ce fait divers, certes horrible, mais sacrément rentable. Mais je ne peux pas les blâmer, car pour moi c'était une opportunité. Quand j'étais môme, j'avais deux rêves. Être une star des arts martiaux ou enquêteur. Même si j'ai effleuré mon deuxième rêve, en interprétant un flic dans mes films, là, je voulais le vivre pour de vrai. La dernière victime a été pour moi l'élément déclencheur, celui qui m'a intrigué et embarqué dans cette sale histoire. Elle s'appelait Elisa Kiss, une magnifique hongroise aux cheveux roux, connue sous son nom de scène Red Angel. C'était une fille pleine de naïveté et d'innocence qui rêvait d'être mannequin. Elle était tellement belle et pure qu'elle faisait partie des rares actrices qui pouvaient se permettre de tourner des scènes classiques, c'est-à-dire sans les pratiques extrêmes qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de production. Elle était mince, environ 1m60, la peau blanche, aussi douce que la soie, un magnifique regard avec des yeux verts scintillants. Une femme au corps d'adolescente et à la chevelure lisse qui lui arrivait jusqu'aux épaules. D'ailleurs, grâce à son physique de Lolita, elle jouait exclusivement des rôles de jeunes filles peu farouches. Ses rôles de teenager l'avaient propulsée au rang de star à une vitesse folle. Mais ce qui m'a interpellé chez elle, hormis son physique de déesse, c'était son aspect psychologique. En dehors des plateaux, elle paraissait fragile, avec un regard constamment perdu et n'arrêtait pas de toucher le collier qu'elle portait autour du cou. Elle se comportait comme si elle débarquait d'une autre planète, totalement dépassée par les gens qui l'entouraient, mais une fois devant les caméras, elle était comme métamorphosée. C'était une actrice qui avait un don. Certains diront que dans ce métier, il suffit qu'une actrice écarte ses jambes et simule pour que le tour soit joué. Mais elle, c'était différent. Elle était habitée par ses personnages. En tant que star du porno, j'ai pratiqué de nombreuses partenaires, de la réelle nymphomane à celle qui pense qu'à toucher leur salaire, mais rarement une fille comme elle. Le fait qu'elle bascule facilement d'une petite fille apeurée à une créature sensuelle au regard hypnotique m'a toujours intrigué, à tel point que depuis son meurtre, je suis obsédé par elle. J'avais acheté des magazines spécialisés dans les faits divers qui ont jeté leur dévolu sur l'affaire. Oui, je sais, acheter des magazines alors qu'on peut les télécharger ou bien même les transférer dans des boîtes crâniennes à l'aide d'un plan cybernétique, c'est un peu vieux jeu, mais j'aime me la jouer à l'ancienne. Rien de mieux que la matière. C'est peut-être mon côté vintage. Bref, appelez ça comme vous voudrez. Ce genre d'hebdomadaire montre des images très explicites et ne recule devant rien pour appâter le lecteur en mal de sensations fortes. Je me suis mis à découper toutes les photos de ces magazines et je les ai exposées sur un mur, comme mon personnage faisait dans mes films. Des photos montrant sous toutes les coutures le cadavre sans tête de Red Angel. Je passais le plus clair de mon temps chez moi,
à regarder sans arrêt des productions auxquelles Elisa avait participé, analysant chaque plan et scrutant la moindre image qui pourrait servir de preuve. Plus je la regardais à travers ces films, plus elle m'obsédait. Après avoir fini la filmographie de la fameuse Red Angel, j'en voulais de plus en plus. Il me restait encore des vidéos amateurs qui contenaient les premiers pas de l'actrice dans le milieu, ses premiers castings. Ces vidéos dévoilaient la jeune femme dans un environnement au décor minimaliste. Je me repassais sans arrêt ses nombreux essais, scrutant le moindre détail qui pourrait attirer mon attention. À travers la caméra, Elisa jouait différentes femmes fatales, avec une qualité d'interprétation bluffante, une facilité qui me laissait pantois. Face à la caméra, son visage photogénique m'hypnotisait. Assis sur mon fauteuil, il m'était impossible de dévier son regard. Je ressentais sa présence de manière de plus en plus palpable. C'est alors que j'ai eu une drôle d'impression. J'étais totalement désorienté. Elisa se déplaça à quatre pattes vers la caméra telle une tigresse approchant sa proie. La télé émettait des effets sonores particuliers et je ressentais comme un dérèglement dans mon psychisme. Je m'approchais et tendais la main vers la télé comme pour toucher l'actrice. C'est alors qu'elle me prit par la main et m'aida à passer cette autre dimension. Tout mon corps traversa cette passerelle et finit par faire partie intégrante du décor. Je regardais tout autour de moi, découvrant un endroit bordélique et sordide. C'était comme un appartement qu'on aurait saccagé. Il y avait des litres de sang étalés sur le sol, de multiples organes étaient éparpillés dans toute la pièce, et les murs étaient tapissés de photos de femmes démembrées et de symboles sataniques. La pièce était éclairée par de nombreux cierges, lui donnant une ambiance maléfique. À travers cette pièce morbide et puant la mort, Elisa me transporta comme un ange, emportant son hôte vers le paradis. Sauf qu'ici, c'est l'enfer. Elle me montra du doigt un meuble délabré où étaient posés de nombreux objets. Red Angel lâcha ma main et s'orienta vers le meuble en question. C'est alors qu'elle commença à muter. Plus elle avançait dans sa direction, plus elle tremblait. J'assistais à une transformation cauchemardesque. Sa magnifique peau blanche se détacha et craquela de tous les côtés, laissant place à un amas de poils. Ses membres s'allongèrent inexorablement, ses cris devenaient de plus en plus démoniaques, tandis que des cornes poussèrent à l'extrémité de son front. Sa transformation prit fin lorsqu'elle prit un objet à l'aide de ses mains aux doigts longs et inhumains. Elle se retourna brusquement vers moi et je vis alors un être hybride, géant, au corps poilu et aux pattes ressemblant à celles d'un chien qu'on aurait forcé à se mettre debout. Et malgré un physique proche de l'animal, elle garda un visage à la morphologie humaine. Ses yeux de couleur jaune et aux pupilles ressemblant à celles d'un serpent me regardaient fixement. Elle arracha son collier et me tendit le bijou ainsi qu'une paire de clés. Elle me prit par les épaules et commença à ouvrir sa mâchoire de plus en plus étendue, laissant place à une bouche béante, aux dents pointues, prête à me bouffer. Elle plongea ses crocs vers moi. À cet instant précis, je me suis réveillé en sursaut. Paniqué et désorienté, je palpais ma tête et repris peu à peu conscience. La télé continua à passer en boucle le casting de cet ange déchu. En la regardant, je pensais au cauchemar que je venais de vivre et j'observais, décontenancé, le collier et la paire de clés apparus mystérieusement dans la paume de ma main. Je pensais alors à l'endroit qui abritait cette expérience onirique, un endroit qui m'est tout à coup revenu. Je fis un bond en direction de mon impair, pris l'ascenseur qui menait à ma vieille Mustang GT Fastback de 68 et accélère un pied au plancher en direction du vieil hangar de Mike. Mike est un homme à tout faire, connu dans le milieu pour recruter les meilleures actrices du moment. Ces dernières le considèrent comme un proche, car c'est un très bon manager, très intentionné envers elles, à tel point que les filles se nomment fièrement les Mike's Girls, les filles de Mike. Compte tenu du danger qui pourrait se présenter, je fis un petit détour au studio de la Golden Harvest. Je me rendis dans ma loge, pris le pistolet de mon personnage de fiction, un revolver type 44 Magnum,
ainsi que quelques balles à blanc, histoire d'être un minimum persuasif. Même si ces balles ne sont pas létales à la base, tirez à bout portant contre un élément et vous verrez qu'elles peuvent infliger de sérieux dégâts. Pendant que je roule à travers Peg et ses quartiers tentaculaires, je pense sans arrêt au... attendez là, je crois que l'avoir déjà dit là. C'est normal, c'est ici que tout a commencé. Bon, vous voilà à jour. Et maintenant, continuons. Je gare à présent ma voiture un peu plus loin du lieu de rendez-vous, coupe le contact et observe attentivement l'endroit où je vais certainement découvrir une horrible conclusion. Dehors, le ciel s'assombrit, il pleut des cordes et le tonnerre gronde. Tous les éléments sont là pour tourner un véritable film d'horreur. Je descends de la voiture et me mets en direction du hangar. Putain, l'extérieur de cette vieille bâtisse n'a pas changé. J'ai encore du mal à croire que ceux qui gouvernent le PEG puissent encore laisser ce vieux bâtiment décrépir. Plus je m'approche du lieu, plus les souvenirs refont surface. C'est dans cet endroit que mes collègues et moi passions pas mal de temps, à l'époque où je commençais à travailler dans la pornographie. Autrefois, Mike organisait des fêtes vraiment démentes. Filles, drogue, alcool et décadence étaient les maîtres mots de ce repère qui lui servait de piole. Il avait une pièce à vivre placée tout au fond du hangar. Je suis maintenant devant la porte. Allez, quitte à moi, fais-toi pousser des couilles. C'est maintenant ou jamais que tu sors le grand jeu. Je regarde autour de moi, sors le Magnum 44 de son étui et j'ouvre la porte de la vérité. J'avance flingue en avant, ferme la porte à l'aide de la paire de clés et j'aperçois que le décor festif de l'époque est devenu un vulgaire entrepôt couvert de plantes psychotropes très odorantes. Je traverse ce champ et déplace de fines particules de ces herbes que j'inhale. Le chemin qui se sépare de quelques mètres du fond du hangar me semble interminable. Plus j'avance, plus j'ai l'impression de reculer. De plus, ma vision commence peu à peu à se déformer jusqu'à ce que ma vue devienne anamorphique. Pendant que je marche, je sens les plantes me caresser le bas-ventre. Les pétales prennent la forme de mains qui cherchent activement à choper mon entrejambe. J'entends des voix rauques et stridentes qui prononcent sans arrêt mon nom. Pris de panique, je commence à arracher toutes ces satanées mains qui s'infiltrent dans mon pantalon. Je cours le plus vite que je peux, jusqu'à ce que je me cogne la tronche contre la porte du fond du hangar. Allongé par terre, je reprends peu à peu connaissance. Et à travers ma vision encore floue, j'aperçois comme une forme humaine, se tenant debout au-dessus de moi. À fur et à mesure que ma vue retrouve sa netteté, je découvre avec stupéfaction une grande figure anthropomorphe, fruit de l'association de toutes ces plantes. Cette femme plantureuse, se tenant debout au-dessus de moi, laisse entrevoir son vagin fait de pétales vibrants de toutes parts. C'est alors qu'elle commence à s'accroupir. Son sexe, s'approchant de plus en plus de mon visage, s'ouvre telle une fleur éclose, prête à m'absorber. Je me réveille avec stupeur, me relève précipitamment du sol et me retourne constatant que les plantes jouent encore. Elles sont en mouvement perpétuel, bougeant indépendamment l'une des autres, comme des tentacules, et continuant d'émettre des sons spécifiques. Paniqué, j'essaie toutes les clés afin d'ouvrir cette fichue porte. Au moment où le clic retentit, le son bizarroïde s'estompe. Je regarde derrière moi, rien de particulier, comme si que rien ne s'était passé, ce qui me préoccupe encore plus. J'ouvre la porte à l'aide de la clé numéro 3 et sens une odeur nauséabonde qui envahit mes narines. Elle est accompagnée d'une chaleur lourde et moite qui atteint de plein fouet mon visage. Je ferme la porte derrière moi et découvre dans la pénombre cette petite pièce familière qui m'avait interpellé lors de mon cauchemar qui semblait si réel. L'interrupteur ne répondant pas, j'attrape une petite lampe torche et éclaire faiblement les alentours. La disposition des meubles et de certains bibelots est la même qu'auparavant, sauf que la pièce a pris un sacré coup de vieux. Tout est si poussiéreux et délabré qu'on dirait qu'elle est inhabitée depuis de nombreuses années. Certains éléments décoratifs me laissaient perplexe,
comme le tapis sur le sol qui laisse entrevoir des taches de sang et des morceaux de chair séchés. L'air humide et poreux est presque irrespirable, et ça sent vraiment le renfermer. Mon esprit est trouble et envahi d'interférences indescriptibles. La pièce principale contient 2 portes. Je commence avec celle de droite, qui, dans mes souvenirs, mène à la salle de bain et aux toilettes. J'ouvre la porte d'une main, tout en maintenant mon 44 Magnum de l'autre. J'entre précipitamment, flingue en avant, comme font les flics dans les films. La baignoire est remplie de rouille, tout autant que le carrelage, et la cuvette des chiottes sont pleins de mouches collées par une matière organique. L'odeur écœurante me prend encore plus à la gorge. Je me mets à dégueuler par terre de toutes mes tripes et sors de la pièce immédiatement. Malgré le manque de visibilité, pas besoin d'être devin pour savoir que ce foutu Mike est impliqué dans une histoire bien barrée. Je reprends mes esprits et mon souffle pour le 2e round. Je m'approche de la porte de gauche, prends la poignée et une grande inspiration. J'ai une mauvaise impression, mais je suis en même temps excité à l'idée de ce que je vais découvrir derrière ce mur. À peine la porte entr'ouverte, l'odeur immonde à laquelle je m'étais habitué reprend d'assaut mes narines de manière encore plus intense. Je pousse doucement la porte de l'enfer à l'aide du canon de mon revolver et aperçois très vite un corps étendu sur le sol. Je pénètre dans la chambre et avance d'un pas peu serein vers ce cadavre puant. La pièce est encore éclairée par des cierges qui lui donnent un aspect glauque et satanique. Je reconnais le visage tuméfié de cette pauvre Red Angel, mais aussi le reste des divers membres appartenant aux autres actrices. Ce cadavre nu est un mélange des 3 victimes. Je reconnais la partie du buste et le bonnet dé cadavérique et tombant de JC, ainsi que les bras tatoués et les pieds vernis roses de Sakura. On dirait qu'un malade mental s'est amusé à construire sa propre poupée de chair. Certes, le corps de ce jouet est loin d'être homogène, mais les différentes peaux sont remarquablement liées, et les jointures sont d'une grande finesse, un véritable travail d'artiste. Bien trop remarquable pour un homme comme Mike. Je le connais assez bien, et je ne me rappelle pas qu'il ait déjà mentionné qu'il était un grand couturier. Pas de doute, il doit forcément avoir un complice. Mais qui ? J'étais tellement obnubilé par ce que je voyais que j'ai oublié la présence du symbole entourant le cadavre de mes anciennes collaboratrices. Des dessins faits de sang que je ne peux analyser. Je suis alors perturbé par le bruit provenant de la porte du hangar. J'entends des bruits de pas s'approchant de la pièce à vivre. Que faire ? Où aller ? Je n'ai plus qu'une solution, me planquer dans l'armoire située face au corps. Je marche sur des piles de bouquins porno et essaie de me maintenir debout tant bien que mal. Je vérifie une fois de plus que le barillet de mon arme est chargé de balles à blanc, prêt à m'en servir. J'entends la porte s'ouvrir et j'aperçois sans surprise Mike enjamber le cadavre pour y déposer plusieurs objets sur chaque symbole de sang. Il prend une cassette audio, l'insère dans un vieux lecteur et presse le bouton play. Quelques secondes plus tard, le son émet une voix presque inhumaine qui prononce des mots dans une langue qui m'est inconnue. À travers la porte entrouverte du placard, je suis témoin d'une scène perturbante. Mike prend un couteau, commence à se taillader légèrement les veines et à s'étaler du sang sur les mains. La voix qui émane du poste radio devient de plus en plus forte et la qualité sonore est telle qu'on a l'impression que l'être qui prononce une sorte d'incantation est présent dans la pièce. Sa voix plane sur la surface de la chambre. C'est alors que Mike baisse son jean, se positionne debout au-dessus du cadavre et se caresse le sexe, les mains enduies de son propre sang, et se masturbe de manière compulsive. Il pénètre le corps sans vie de ce qui reste des 3 victimes et gesticule à chaque fois que la voix prononce certains mots. J'en ai vu des trucs barges dans ma courte vie, mais j'ai jamais assisté à un spectacle aussi morbide. La voix commence à accélérer la cadence et le débit de ses paroles jusqu'à crier. Mike finit par jouir dans ce cadavre et c'est alors que les yeux d'Elisa s'ouvrent comme réanimés. Son regard est d'un blanc immaculé. Elle affiche un sourire aussi démoniaque que malicieux. Elle prend la tête de Mike entre ses mains cadavériques
et lui bouffe le visage à l'aide de ses dents pointues. La victime se débat, crie de toutes ses forces, souffrant le martyre. Elisa coince le pauvre bougre entre ses jambes, le menant à une mort aussi atroce que certaine. C'est qu'une question de temps, et pour Mike, nul doute qu'il semble interminable. Red Angel dévore la face du malheureux, telle une gourmande de sucreries qui mangerait un gros gâteau bien goûtu. Elle rentre ses doigts de plus en plus profondément dans le cuir chevelu de Mike, lui déchirant la moindre particule de chair, jusqu'à ce que je puisse voir ses os apparaître. Le corps de Mike s'arrêta de gesticuler au moment où Elisa fit éclater la boîte crânienne de sa proie. Elle écarte en deux parties la tête de la victime afin de manger ce qui reste de cervelle. À la fin de ce repas morbide, le cadavre, issu de mes 3 collaboratrices, se releva et agit comme un animal reniflant, sentant une autre présence. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. À ce moment, j'ai cru que j'allais chier dans mon froc. À travers les portes du placard, je l'observe et tremble de terreur. Cette chose est grande, avoisinant les 2,30 m. Nue, fine, voire presque maigre. Son visage immaculé de sang ressemble moins à la magnifique hongroise que je connaissais. Le regard possédé, des dents acérées, un corps longiligne et hétéroclite, ce monstre n'est plus Red Angel, mais le réceptacle d'une entité maléfique. Cette chose se déplace bizarrement vers moi, et à travers le peu d'espace des portes du placard, je vois son œil opaque qui m'observe de haut en bas, comme une vulgaire marchandise. Elle entre ses doigts longs et maigrelets entre les portes et ouvre tout doucement le placard. Je vois son corps décousu et accroupi, sa grande et longue paire de seins qui tombe vers la gravité. J'ai une érection terrible que je ne contrôle pas. Cette chose sent aussi cette tension érotique et pleine de phéromones. Elle s'approche alors violemment de moi et commence à se frotter à mon entrejambe, comme une nymphomane en manque. Totalement paniqué, je lui assène plusieurs coups de crosse et finis par lui tirer en pleine gueule. Les dégâts causés par la balle lui ont bousillé la moitié du visage. La bête me prend par la gorge, m'extirpe du placard et m'envoie valser sur le mur d'en face. Lors de cette violente projection, je fis tomber mon revolver. Je me relève et cours précipitamment vers mon arme, mais je n'ai malheureusement pas le temps de la choper. La chose fonce vers moi et me plaque comme un footballeur américain contre le mur. Je me débat comme un forcené, lui donnant des coups de poing à l'aveugle. Durant l'affrontement, la bête me secoue dans tous les sens et essaie de me mordre. J'utilise mon bras gauche comme un vulgaire bâton qui servirait de jouet à cette chienne enragée. Je sens ses dents transpercer très profondément ma chair. Tout en me déplaçant, j'atteins du bout de mon bras droit un stylo à encre. Je prends l'objet et la poignarde de nombreuses fois dans les côtes. Le sang pisse et gicle. La chose m'éjecte une seconde fois de toutes ses forces. Je me relève désorienté, le bras gauche en sang. Le monstre arrache le stylo de sa côte et se prépare pour un nouveau round. Je fais face à cette entité, les yeux dans les yeux, la fusillant du regard, comme dans les bons vieux westerns. Mon flingue est à quelques mètres de moi, et il faut absolument que je détienne le premier. Au moment où elle commence à se jeter sur moi, je saute de tout mon corps pour choper mon flingue à terre, et le dirige vers sa tête. La bête a le temps de dévier mon bras, mais reçoit des fragments de balles assez près pour être touché à l'oreille. Le bruit cinglant de l'arme m'a aussi assourdi. Je pointe mon revolver une seconde fois vers cet être démoniaque, mais elle réussit à nouveau à éviter mon tir. Elle me prend par la gorge, me plaque contre un mur et éjecte l'arme de ma main. Elle me sent comme un animal et commence à me parler d'une voix démoniaque. Tu vas me lécher la chatte. Je me débat dans tous les sens pour essayer de m'extirper de ses griffes. C'est alors que je fais tomber le collier. Elisa observe cet objet familier, relâche peu à peu la pression de sa main autour de mon cou, comme si ce bijou la rendait faible. Je profite de ce moment d'égarement pour atteindre son visage
et lui enfoncer mon pouce dans l'un de ses yeux afin de lui crever le globe oculaire. La bête hurle de douleur, me lâche et recule, l'œil ensanglanté, pissant le sang comme une fontaine d'hémoglobine. Je tombe le cul par terre, ramasse le gun et pointe mon arme vers la créature. Je tire à nouveau. Mais n'étant pas assez proche, elle ne reçoit que quelques éclats de balles pas très offensifs. Red Angel se projette de tout son corps sur moi et me pousse d'une telle violence que les portes en bois du placard explosent sous l'impact de mon corps. Je suis assommé tout au fond de ce placard dévasté, à moitié dans le coltard. Du sang coule de mon cuir chevelu et atteint mon œil droit. À travers ma vue à moitié floue, je vois Angel, l'ange déchu, prête à m'envoyer en enfer. Elle est en position d'attaque, comme une sauvage prête à bondir. Je tiens mon 44 de manière tremblante, plein de spasmes et affaibli. Putain, j'ai reçu une sacrée branlée. Sa dernière attaque m'a calmé sévère. Je pense que ce nouveau round va être quitte ou double. Je ne pourrai pas en supporter davantage. Un dernier petit duel de regard, et advienne que pourra. Allez, ramène ton cul. Je n'aime pas trop m'attarder pour les au revoir. Le regard d'Elisa s'intensifie. Elle contracte ses muscles, ses pieds sont bien ancrés au sol. Ses bras sont écartés, prêts à me porter le coup de grâce. Au moment où elle se mit à bouger, la porte fit un bruit du tonnerre. Et en quelques secondes, les agents de sécurité du PEG firent irruption. Ils pointent leurs armes dernier cri sur Elisa et tirent plusieurs flèches de tranquillisant. Red Angel stoppe net sa progression vers moi et tombe à terre. Les agents emballent la créature à l'aide d'une couverture spécifique et embarquent rapidement cet étrange colis de manière parfaitement orchestrée. Après avoir fait sortir le corps de cette entité machiavélique, un homme de petite taille au faciès aigri entre dans la pièce et s'approche de moi. Bon, comment on s'arrange? Quoi, comment ça? Il est clair que vous avez été témoin de choses que vous n'auriez jamais dû voir. Et ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous avez fait pour retrouver la trace de ce cadavre. J'ai l'impression que vous aimez foutre votre nez un peu partout, monsieur Kitamura. Est-ce que je vois que vous êtes amateur de art détective, monsieur? Mon nom n'a pas d'importance, monsieur Kitamura. Par contre, mon statut peut vous donner du fil à retordre. C'est clair que le bonhomme n'a pas l'air de plaisanter, et la façon dont il m'a sauvé les miches lui donne raison. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Soit on s'arrange, soit je vous fais disparaître. Et croyez-moi sur parole, mon travail m'en donne les moyens. C'est là que j'ai eu l'idée du siècle. Je lui ai alors dit que l'argent ne m'intéressait pas forcément. Par contre, j'ai insisté pour qu'il m'envoie la presse, afin que je puisse profiter de mon quart d'heure de gloire et leur raconter ma version. Il a alors acquiescé, et on s'est mis d'accord pour l'histoire, celle d'un acteur qui a aidé les autorités à stopper l'effroyable meurtrier de ces pauvres actrices. L'histoire a fait la une de la presse pendant de longues semaines et a créé un véritable buzz mondial. Je fus alors acclamé comme un héros et invité sur de nombreux plateaux télé pour raconter mon extraordinaire aventure. Je profite de ce succès et de cette couverture médiatique pour annoncer mon nouveau statut, celui de détective. Avec l'argent engrangé par ce phénomène, j'ai pu acheter un appartement plus grand, mieux situé et construire mon propre bureau. Et malgré les mensonges que je disperse à la télé, à la radio ou encore dans la presse, j'ai quand même mérité ma place. Après tout, la véritable version est beaucoup plus héroïque et j'ai failli laisser ma peau, bordel. Mais la chose qui m'a le plus trotté dans la tête est de savoir comment j'ai pu matérialiser cette paire de clés et ce collier à travers ce cauchemar éveillé. Je pense qu'il est temps d'aller voir mes parents, afin qu'ils puissent m'éclairer sur certaines parties de ma jeunesse. Mes soi-disant problèmes mentaux, ma maladie, ce docteur, j'ai comme un pressentiment que tout est lié, et je me dois de le savoir. En attendant, je m'occupe d'ouvrir les nombreuses lettres de fans et d'encouragement qui parsèment mon bureau. On sonne à la porte, j'ouvre et accueille ma première cliente. Enchanté, je suis le détective Kitamura, Cody Kitamura.